Lux Radio, il est midi 14 et tout de suite dans le cadre de nos rendez-vous de l'immobilier, nous retrouvons Mohamed Lazim, directeur général de Guy 4. Il sera question des terres Habous. Il en expliquera pour nous la spécificité juridique et les caractéristiques générales. Bonjour Mohamed Lazim. Bonjour. Bonjour Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Alors déjà, quand on parle de terres Habous, c'est qu'on est dans le cadre du droit musulman. Oui, exactement. Alors, d'abord, je dois définir, ça veut dire quoi les terres Habous. Mais je préfère les biens Habous parce qu'il y a du foncier et il y a aussi de l'immobilier. Alors, en vertu de l'article 1er du Code de l'Waqf, c'est le derrière numéro 236-091, les biens Habous sont des immeubles construits ou non dans la zone urbaine ou dans la zone rurale qui sont placés en dehors du commerce. Ça veut dire qu'on ne peut pas les vendre. Et ils sont affectés à perpétuité ou d'une façon temporaire à des œuvres pieuses, charitables, sociales ou privées. Donc le bien Habous, il est constitué soit par un contrat, soit par un legs ou soit par la force de la loi. Et je rajoute ici qu'il y a ici 3 types de biens Habous. Il y a le Habous public, ce qu'on appelle en arabe le Waqf al-Am. Le Habous public, ce sont les biens qui sont affectés d'une façon affectés directement et sans restriction au ministère des Habous au profit des œuvres pieuses, charitables et sociales. Ça, c'est le Habous public. Ils sont gérés par Nadir, le Waqf. Et dans le cadre des Habous publics, on trouve les Zawiya. Par exemple, Zawiya al-Bouchichia, Zawiya al-Darqawiya. Donc, ce sont des Habous publics qui sont gérés par le Muqaddam de Zawiya sous le contrôle du ministère des Habous. Ça, c'est le premier type. Deuxième type, c'est le Habous privé, ou bien Habous de famille. En arabe, c'est le Waqf al-Mu'aqqab. Alors, Habous de famille, c'est lorsque le constituant, il cède la jouissance d'un bien au profit des constituants, des bénéficiaires. Et ils sont gérés, les Habous privés sont gérés par les bénéficiaires. Et j'ouvre une parenthèse, c'est qu'à l'extinction des bénéficiaires, le Habous privé, il tombe dans le Habous public. Et le troisième type, c'est le Habous en commun. Ça veut dire il y a le public et il y a le privé. C'est lorsque le constituant affecte une partie au Habous public, une cimetière, une mosquée, et l'autre partie au profit des bénéficiaires. Voilà. Alors justement, je rappelle à nos auditeurs que nous sommes en compagnie de Mohamed Lazim, directeur général de Guy 4, expert judiciaire. Vous avez énuméré donc les types des Habous qui existent. On a une question d'une auditrice, Sheima, qui vous demande, y a-t-il des cas où les biens Habous de famille peuvent disparaître? Oui, donc il y a la liquidation des Habous privés ou de famille ou en arabe mu'aqqab, mais dans 4 cas. Le premier cas, c'est lorsqu'on a une disparition ou bien une grande diminution du bénéfice ou bien de la rentabilité des biens Habous. C'est le premier cas. Deuxième cas, lorsqu'on a plusieurs bénéficiaires qui ont une petite quote-part. Troisième cas, c'est lorsqu'on a une difficulté pour jouir d'un bien Habous. Et le quatrième cas, c'est que lorsque les revenus ne couvrent pas les charges. Donc, cette liquidation-là, elle peut être menée sur l'initiative du ministère des Habous ou bien sur demande des bénéficiaires. Et comment se passe cette liquidation concrètement? Donc, c'est à travers une commission c'est elle qui gère cette liquidation. Et c'est dans le cas où on constate que ces biens Habous famille ne servent à rien. Voilà. Alors, les biens Habous sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles. Comment cela se traduit-il? Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Comment cela se traduit-il sur tout ce qui est opération vente aux enchères, location? Exact. Alors, d'après l'article 51 du Code de l'Waqf, les caractéristiques du bien Habous, il y a 3. Ils sont inaliénables, sauf dans un cas, je vais l'expliquer par la suite. Donc, ils sont inaliénables. Ça veut dire quoi, inaliénables? Ça veut dire qu'on ne peut pas les vendre, on ne peut pas les transférer, soit par la vente, soit par la donation. 1. 2. Ils sont insaisissables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer une saisie sur un bien Habous pour payer une dette. Troisième caractéristique, c'est qu'ils sont imprescriptibles. Ça veut dire qu'on ne peut pas les acquérir par la prescription acquisitive. Et vous vous rappelez, Sarah, la prescription acquisitive, on l'a déjà cité dans le statut milk. Lorsqu'on a vu quand on veut passer d'une situation de fait, ça veut dire de la possession, à une situation de droit qui est le statut milk, il faut remplir certaines conditions de possession utile. Et c'est ce passage-là, c'est la prescription acquisitive. Donc, je résume, c'est que inaliénable, on peut pas les vendre, sauf une exception, je vais l'expliquer, imprescriptible et insaisissable. Alors, pour la vente, on peut vendre les terres Habous, mais dans un seul cas. Mais il faut remplir 2 conditions dans ce cas. La première condition, il faut que la vente passe par une adjudication aux enchères publiques. 1.
Deux, il faut que le produit de la vente soit réemployé directement pour acheter un autre bien, pour protéger le patrimoine du patrimoine des biens habous. Voilà. Qu'on parle de habous public ou privé? Exact. Non, on parle de habous public. D'accord. Voilà, on parle de habous public. Donc, ça, c'est l'exception. Ça, c'est l'exception pour pouvoir vendre les biens habous. Alors, on parle de terre habous en compagnie de Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Vous pouvez réagir et poser vos questions via l'application Lux Radio disponible sur iOS et Android. Le nouveau code allait entrer en vigueur en 2014. C'est ce qu'a expliqué le ministre des Habous des Affaires islamiques à l'époque. Le texte était même une première dans le monde musulman, sachant qu'à fin 2010, on comptait près de 200 000 hectares de terrain et 46 000 locaux commerciaux. Qu'en est-il de son application aujourd'hui? Alors, moi, je tiens à signaler que le ministère des Habous, ils ont fait un grand effort, dans un sens, dans le sens de la protection des terres Habous. L'exemple, c'est ce code-là, ce code Waqf. Alors, l'article 54, c'est un exemple, il a renforcé la qualité du Waqf face à toute forme de spoliation. En fait, c'est que le ministère des Habous actuellement, maintenant, elle peut initier une action en justice pour annuler un titre foncier qui porte sur un bien habous acquis par un autre exploitant. D'ailleurs, le département d'Ahmed Taoufik est le premier client de la conservation foncière. Exact. Il lui soumet chaque année des milliers de demandes d'enregistrement. Oui, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc, parce que environ plus que la moitié des parcs n'est pas encore immatriculé. Donc, je rajoute aussi, c'est que l'article 54 qui donc il a renforcé la qualité du work face à toute forme de spoliation, et ça c'est très important. Mais c'est que moi je trouve que l'article 54 c'est une exception parce que on n'a jamais vu un texte de loi qui stipule ou bien qui autorise l'annulation d'un titre foncier. C'est la première. Parce que, comme vous le savez, Sarah, c'est que le titre foncier, il est inattaquable, incontestable et définitif. Maintenant, sauf pour les terres habous, on peut annuler un titre foncier. Et donc, c'est à travers le tribunal. Il faut le prouver, bien sûr. Il faut prouver cette propriété par les ministères de habous. Et si on a un avis favorable du tribunal, la conservation doit annuler le titre foncier en question en remplaçant le propriétaire initial par le ministère de habous. J'ajoute encore une valeur ajoutée du ministère, ça veut dire c'est un point positif dans la loi, dans le code du Waqf, c'est que les terres habous sont inexpropriables. Comme vous le savez, c'est que la loi qui organise l'expropriation, elle stipule que tous les biens sont expropriables, sauf les mosquées, les cimetières, le domaine public et le domaine militaire. Maintenant, il y a aussi les terres habous qui sont inexpropriables, sauf l'accord, bien sûr, du ministère des habous. Et moi, je trouve ça, c'est une grande valeur ajoutée au patrimoine des biens habous. Alors, des efforts de la part du ministère des Habous et des Affaires islamiques, il y en a. Selon vous, il n'en reste pas moins que le médiateur du Royaume a reçu 407 plaintes en 2016 contre 370 en 2015, donc des plaintes en hausse. Et ceci concerne uniquement les affaires foncières et se classe en deuxième position, même après les plaintes pour abus de pouvoir, la non-indemnisation de citoyens expropriés et l'inexécution de contrats administratifs font partie des dossiers traités par le médiateur, au même titre que le contentieux lié au domaine de l'État, terres collectives ou du guiche, domaine forestier, terres des habous. Donc la moitié des terres cultivables, ça c'est une autre donnée, quelques 12 millions d'hectares appartiennent à l'État ou sont gérés par lui. Terres collectives, terres appartenant au domaine public, terres habous dont on parle aujourd'hui notamment. Et dans ces différents cas, les statuts fonciers sont des freins à la productivité. La mobilisation du foncier, vu le caractère et le régime de ce statut-là qui sont inaliénables, insaisissables et inexpropriables et imprescriptibles. Ça veut dire qu'on ne peut pas investir dans ces statuts-là. Et moi, je rajoute ce que vous avez dit, Sarah, dans la continuité, c'est que à part les plaintes, il y a beaucoup de problèmes dans ce régime des terres habous. Effectivement, donc on a une protection du régime, du patrimoine, mais en parallèle, on a le problème dans ce régime-là, c'est la gestion. C'est une gestion qui est trop faible, vu l'ampleur de ce patrimoine. Par exemple, la rentabilité des biens habous, ils ont une faible rentabilité par rapport au potentiel qu'il a. Je donne un exemple. Le quartier habous, qui est le quartier le plus célèbre à Casablanca, il ne rapporte rien. Oui.
Deux, c'est que au titre des biens habous, la marge tirée par les biens habous, elle est trop faible. À peine, le budget, il est à peine équilibré entre les revenus et les charges. Mais cela, justement, est dû à la complexité des statuts fonciers entre différents à la complexité types de terres et les outils, et même les outils utilisés dans la gestion de ce patrimoine-là sont des très, très anciens outils. Je donne un exemple, c'est que on est en 2017 et on a le registre des nadirs. C'est le seul moyen pour retracer les biens habous, alors qu'on est en plein essor technologique. Donc on a seulement le registre du nadir. On peut rajouter aussi, c'est que une bonne partie du patrimoine des habous est loué sans contrat. Et dans ce cadre, le département des habous doit faire un effort pour régulariser la situation. On a environ plus de la moitié du parc qui n'est pas immatriculé, et ça pose un problème au niveau de la sécurité juridique. Donc tout ça, il converge vers un seul problème, c'est une gestion qui, à mon sens, inadaptée au contexte. Et cette situation peut perturber la confiance dans ce système des biens habous. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Mohamed Lazim, directeur général de Guy 4 et expert judiciaire, en parlant justement de nouveautés. Je rappelle quand même que les biens fonciers immobiliers des habous représentent une manne financière de 5 à 10 milliards de dirhams. Récemment, en juillet dernier, cette année, le gouvernement parlait encore de nouvelles stratégies de gestion du foncier de l'État. La première réunion de la commission interministérielle chargée de la politique foncière aurait dû se tenir en septembre et aurait dû être suivie par la préparation justement de cette fameuse stratégie nationale dédiée aux fonciers. Qu'en est-il aujourd'hui? Où en est-on véritablement? Alors, donc il y a des efforts, comme vous avez dit, il y a des efforts qui sont à mon sens, qui sont très très bien dans le sens de la protection du patrimoine. Mais j'attire l'attention que les efforts, il faut pour dire une bonne méthode, une bonne stratégie, elle doit être bonne d'une façon transversale, bonne sur le plan technique, sur le plan administratif, sur le plan juridique, sur le plan financier, sur le plan économique, et non pas bonne sur un seul segment. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a un travail, il reste encore un travail, mais surtout, il faut se focaliser sur le mode de gestion de ce patrimoine pour pouvoir tirer davantage de profit. Très rapidement, Mohamed Lazim, avant de finir, on nous parlait aussi d'un Conseil supérieur du contrôle des finances des habous. Oui, c'est un conseil qui vient d'être créé pour gérer un petit peu la vente des biens habous. Affaire à suivre, donc. Merci beaucoup.